Bonjour, bienvenue au Devoir. Mon nom est Brian Miles, je suis le directeur et je suis accompagné ce matin de Jeanne Corriveau, notre journaliste aux affaires municipales. Bonjour Jeanne. Et Michel David, notre chroniqueur politique. Michel. Hello. Ce matin, nous recevons Denis Coderre, le chef d'Ensemble Montréal. Bonjour Denis. Bonjour Brian, ça va bien? Ça va très bien. Oui. Et ce sera la dernière de nos 3 tables éditoriales sur les grands défis qui attendent Montréal pour le prochain cycle. La meilleure. Alors, sans plus tarder, Jeanne, on te laisse Coderre, conduire l'entretien. ça va? Oui, ça va bien. Bien, on va rentrer dans le vif du sujet Oui. tout de suite concernant vos engagements, Oui. vu que c'est très d'actualité. Ça fait plusieurs jours que vous nous dites que vous aviez des ententes de confidentialité Oui. concernant vos engagements depuis 2017. Là, on apprend avec la presse ce matin que vous aviez la rémunération d'un contrat avec Cogir. Cogir. Et dans ce cas-là, il n'y aurait pas d'entente de confidentialité. Pourquoi vous ne mettez pas carte sur table tout de suite? En fait, je vais mettre carte sur table aujourd'hui. Vous savez, quand on est consultant, il y a ou bien des ententes de confidentialité, puis il y a une relation de confiance avec les clients. J'ai parlé à M. Duguay hier seulement. Il est dans l'Ouest canadien puis aux États-Unis. Donc, je vais sortir tous les clients que je peux. S'il y a une entente de confidentialité, la seule façon de sortir de cette entente-là, c'est pour ça que j'ai dit que je vais attendre le conseil à l'éthique, selon la loi, donc dans un poste électif. Donc, je vais être tenu par le conseiller en éthique, M. Nadeau. Puis là, je vais le sortir. Mais avant toute chose, il y a des ententes sur la rémunération. Bon, quand on travaille dans certains secteurs, pour des raisons commerciales, on doit pas donner le montant. Alors, je vais donner mon montant global parce que j'ai parlé à tout le monde. Puis il y a des gens qui ont dit, il n'y a pas de problème, Denis, tu peux le dire. Alors, j'ai une personne qui m'a dit, non, je garde l'entente de confidentialité. Puis à ce moment-là, ben, par la loi, on fera ce que doit, tout simplement. Mais vous allez avoir tout ça. C'est sûr que pendant ce temps-là, on ne parle pas des enjeux. Hein? Il y a des gens qui veulent revenir sur un référendum sur ma personnalité quand on ne veut pas être pris avec 4 ans de cette administration-là. Donc, les enjeux de sécurité, tout ça, on va en parler. Mais je pense que ce qui est important aujourd'hui, on va enlever cette distraction, si on peut parler ainsi, puis je vais le faire. Mais l'intégrité professionnelle, l'éthique professionnelle demande qu'on puisse aussi respecter ces ententes. Puis pour moi, c'est sacré parce qu'il y a une vie avant puis une vie après la politique. Oui, mais attendons, vous allez rendre public tous vos clients sauf un, c'est ça que je comprends? Oui, tout à fait. Ça en fait combien, ça? 8. 8? En Plus tout, 8. ceux qui ont été déjà rendus publics ou 8 Bien, c'est ça au que total? on va se rendre compte. C'est que j'ai pas caché grand-chose. Il n'y a pas de cachette parce que, j'ai eu le S'il n'y a pas de registre. cachette, il me semble qu'on appelle tous ces contacts-là pour on dit hey, Si j'ai un contrat- j'ai besoin d'avancer plus fort en matière de transparence Ouais, c'est pour ça que- avant l'élection. Là, Attention, vous Brian. tordez 2-3 bras Deux chez choses. vos Non, mais deux fournisseurs, choses. vos anciens contracteurs. Vous lui dites, regarde, par transparence, les Montréalais veulent savoir ce que j'ai fait. parlé à M. Duguay Aidez-moi à aider le débat public. J'ai parlé à M. Duguay. Ouais, mais ça en fait juste un, ça. Non, mais les Le autres, 8. c'est que vous allez voir, ça va être public, puis les autres, vous allez comprendre quand je vais les sortir. C'est Je pas vais ça faire une normal lettre. que les Montréalais veulent le savoir avant l'élection? Parce que c'est un enjeu de savoir si Denis Coderre Est-ce a un que c'est fil normal attaché que après la quelqu'un, patte. quand il n'est pas en politique, puisse gagner sa vie? Ouais, Est-ce que non, c'est on normal s'entend, que mais- quand vous signez un contrat, vous avez un contrat avec vos journalistes, si vous avez des ententes spécifiques, vous avez dit, ben j'ai une entente, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Ben, c'est conventionné, mais les conventions collectives sont publiques au Québec, donc on C'est peut le trouver concept, ces c'est salaires-là. le concept. Mais Mais M. M. Coderre, Coderre, c'est parce c'est que quand même, ça n'a pas l'air spontané, là, trop. Là. Là, vous nous arrivez aujourd'hui parce que vous êtes mal pris, là, disons-le. Pourquoi vous n'avez pas, dès le départ, fait le tour de tout votre monde? Vous dites, écoutez, là, moi, là, je m'en vais, je suis candidat à la mairie, les Montréalais veulent savoir ce que j'ai fait pendant 4 ans. Est-ce que vous me déliez de mes ententes, si j'en ai, parce qu'apparemment, il n'y en a pas sorti partout? vendredi, Michel. Il y avait des ententes de confidentialité. Il y a des montants que je ne peux pas dévoiler parce que c'est des contrats. Il y en a d'autres que je n'ai pas pu rejoindre. Puis, dans tout ça, mais reprenez, puis j'en étais là, reprenez ce que j'ai dit depuis le début. Là. J'ai dit, vous avez déjà des clients où je suis inscrit dans le registre des lobbyistes, le studio Félix et Paul et Stingray. On se plaisait à se demander ce que je faisais après ma défaite. Et puis, il y a eu des articles sur Eurostar. On a essayé de dire des choses. Puis, eux-mêmes ont dit, sur la question de la rémunération, on ne peut pas en parler. Oubliez la rémunération un instant, là. C'est surtout la liste puis l'identité. Tu sais, comme par exemple, Stephen Bronfman en fait-il partie? Non. Avez-vous été dans Baseball Montréal? Non.
Et c'est des enjeux qui sont importants parce que, au-delà de votre droit de gagner votre vie dans les 4 dernières années, c'est les 4 prochaines qui nous intéressent. Et les Montréalais veulent savoir si vous avez un fil attaché à la patte avec des promoteurs et des intérêts privés. Mais Brian, il n'y en a pas. Puis, on ne peut pas le savoir, vous ne nous le dites pas. Ben non, mais j'ai dit qu'il n'y en a pas de conflit d'intérêt. Puis il y a ceux qui ont des ententes de confidentialité, il faut qu'on vérifie avant. Parce que mon intégrité, c'est important. Je veux dire, dans la vie, là, quand on signe un contrat, il faut le respecter aussi. Alors, c'est de cette façon-là. Mais aujourd'hui, à la lumière des propos que j'ai eus avec les gens, on va pouvoir le faire. Au début, là, on ne parlait pas de la liste des clients, là. Hein? Pendant les 48 premières heures, là, puis si on ne compte pas le dimanche, on va dire 72, là, comment vous avez gagné? Mais vous allez pouvoir le faire, mais après l'élection. C'est commode, ça? Non, c'est-à-dire que maintenant, quand il y a une entente de confidentialité, c'est la loi. Vous êtes respectueux de la loi. La loi dit que si vous avez un poste électif, à ce moment-là, dans le contexte du Conseil à l'éthique à Montréal, je suis tenu de lui parler. C'est un avocat, donc à ce moment-là, on pourra faire les choses adéquatement. Je me défile pas, là. Je ne reviens pas en politique pour faire de l'argent. J'ai d'ailleurs dit que j'en ai gagné 2 fois plus, puis là, vous allez avoir le montant global. Puis j'ai une pension de député en plus. Mais là, aujourd'hui, vous allez dévoiler plus tard aujourd'hui d'autres mandats que vous avez eus? Je vais sortir la liste exhaustive, mais il y a une entreprise qui a demandé l'entente de confidentialité. On va l'avoir quand, ce liste-là? On est là, on est à l'écoute. Moi, je viens parler des enjeux. Je viens de l'éditorial, alors parlez-moi des enjeux. Vous allez le sortir quand? Ça va sortir aujourd'hui. Aujourd'hui. Celle qui va faire l'exception, est-ce qu'on peut au moins savoir dans quel secteur elle œuvre? Non, parce que c'est une entente de confidentialité. Je vais respecter l'entente de confidentialité. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est tout. Est-ce que ça veut dire, vous savez quand même comment ça se passe? Est-ce que pour des décisions concernant des projets, quand il va être question de stade de baseball, par exemple, ou de projets immobiliers impliquant la Caisse de dépôt, est-ce que ça veut dire que vous allez vous retirer ou vous abstenir de voter? Avec la Caisse de dépôt, j'étais membre du comité. Je ne travaillais pas pour la Caisse. Au nom de la Caisse, j'étais chez Eurostar. Donc, puis c'est à cause de mes connaissances, notamment au niveau des villes, au niveau de l'Europe. Et puis, à l'époque, c'était utile parce qu'on avait les gilets jaunes à Paris, puis vous aviez le Brexit en Angleterre. Donc, c'est sûr que j'ai joué un rôle en ce sens-là. OK, j'aime le baseball, j'ai pas de mandat, mais vu que je connais, donc on devrait pas... Il y a un conflit d'intérêt? Ça veut dire qu'il y a des gens qui pourront plus se présenter parce qu'ils connaissent des gens? Vous comprenez? Donc, j'ai même dit, comme exemple, à l'époque, j'avais un ami qui était propriétaire de concession automobile. Je n'avais pas de revenus avec lui parce que j'avais acheté une voiture de lui et que, étant donné qu'il avait fait des demandes de soumission pour le matériel roulant, je m'étais retiré. Alors, écoute, je suis en politique depuis 40 ans. Là. Je ne m'en vais pas là pour des conflits d'intérêts. Là. Je m'en vais là parce que la ville est à terre. Puis pendant qu'on essaie de savoir si j'ai un problème de transparence ou pas, bien, il y en a qui trouvent ça drôle parce qu'on ne parle pas des vrais enjeux. Alors, OK, là, on va le régler aujourd'hui. Puis à partir de là, je sais que les gens sur le terrain, par exemple, ils veulent avoir du changement, par exemple. Fait qu'on va leur donner la possibilité de parler des enjeux, tout simplement. Avez-vous le sentiment de revivre la formule électrique de 2017? C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil, parce que là, il y avait une réalité au niveau de la question des billets. Oui, c'est vrai qu'on a fait un job assez épouvantable de ce côté-là, mais il n'y avait eu aucune malversation, rien de ça. C'est qu'on se demandait pourquoi que je donnais pas le nombre de billets, puis ça a fait... je me rappelle, j'étais ici, sur le coin, là, on en parlait, là, et puis c'était, comme on dit en anglais, un bone, un os qui a tenu. Mais là, on parle, qu'est-ce que vous avez fait pendant que vous avez été dans le secteur privé? Ça n'a comme rien à voir. Mais moi, j'étais tenu à m'assurer, peut-être ça a pris plus trop de temps pour certains, mais moi, il fallait que je garde ce lien de confiance avec ces clients-là, puis d'aller m'assurer que, ou bien on enlève l'entente de confidentialité ou pas. Mais aujourd'hui, on va régler la situation. Avez-vous le sentiment que ce que vous vivez actuellement concernant vos engagements vont nuire à votre élection? Moi, j'ai confiance aux gens. On a un taux de participation au niveau du BVA de 12,9 %. Beaucoup de ces gens-là, c'est nous. Alors, le vrai scandale, c'est pas ma liste. C'est pourquoi que les personnes âgées de 70 ans et plus n'ont pas eu le droit de voter par la poste parce que c'est-tu par clientéliste de l'administration actuelle. Non. Moi, je pense que les gens, je fais 3-4 arrondissements par jour, je vais sur le terrain. On vote pas pour l'opposition, on défait le gouvernement. Alors, pour moi,
on a une alternative. Là, je sens de plus en plus que le programme de Projet Montréal, c'est le livre Retrouver Montréal, parce qu'on a l'impression que c'est du copier-coller. Hier, c'était une farce là, de dire qu'on va engager de 250 policiers de leur part quand c'est même pas en plus dans le cadre financier. Mais c'est correct. La politique, des fois, c'est un sport extrême. Et puis, c'est ma 12e campagne électorale. Mais je sens vraiment qu'il y a une belle communion. On a une équipe formidable. Il y a de l'enthousiasme sur le terrain. Les gens travaillent très, très fort. Et puis, c'est pas du tout comme en 2017. Justement, vous en parlez de la sécurité des 250 policiers dont parle Mme Plante et que vous aviez annoncé vous-même. Qu'est-ce qui fait en sorte que les Montréalais devraient voter pour vous en matière de sécurité? Parce que là, maintenant, ça se ressemble beaucoup, là, les deux plateformes à ce sujet-là. Parce que ça dépend de quelle perspective vous voyez ça. Pendant 4 ans, depuis le mois de juin, qu'elle commence à voir la lumière. Là, on est dans un cas de vocation tardive. On a Will Prosper qui se présente pour eux autres, là, celui qui a fouillé dans l'ordinateur pour ses amis qui étaient en enquête pour meurtre. Et puis, vous avez une formation politique qui est pour le désarmement et le définancement. Ils ont voté contre toutes les motions contre les caméras portatives. C'est pas des gens qui ont à cœur la sécurité, qui pointent du doigt les policiers comme des outils de répression puis qui font pas partie de la solution. Puis là, tout d'un coup, on voit la lumière. On n'est même pas présent quand il y a des situations, notamment à Rivière-des-Prairies, puis le lendemain, on organise une conférence de presse à l'impromptu, puis on a de l'air d'être totalement en tutelle avec la Sûreté du Québec. Regardez, là, ils ne sont pas crédibles. Mme Plante et toute son équipe sont complètement dépassés par les événements parce que dans leur idéologie, ça n'a pas de bon sens de travailler avec la police. Mais qu'est-ce que vous feriez de plus, sachant que c'est un problème qui dépasse les frontières de Montréal puis qui implique justement la SQ, la GRC, c'est transfrontalier, la question des armes? Vous avez vu notre plan de sécurité, par exemple? Mm-hmm. Hein? À l'intérieur de ça, je pense que c'est un écosystème complet. Ça fait partie de notre principe du vivre ensemble. Cet agenda de vigilance. Les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est un agenda de vigilance. Oui, OK. Ah, c'est vraiment ta caméra. Ouais, c'est un agenda. Tu vois, moi, qu'ils ne l'ont pas lu. Vous devriez le lire, c'est bien bon. Premièrement, il faut assurer qu'il y a plus d'effectifs. Moi, je me refuse, quand on est la 2e force municipale au Canada, qu'on est la 5e force policière dans le pays, qu'on n'est pas capable de prendre aussi nos responsabilités. Donc, on ne peut pas dépendre des autres. Il faut aller à la source du crime, mais il faut aussi sécuriser les quartiers. Fait qu'il y a un travail à faire de ce côté-là. Il y a un problème d'effectifs, il y a un problème d'équipement. Et puis pour moi, c'est aussi un acteur social, le milieu policier. On doit augmenter les escouades mixtes. On doit travailler aussi en termes de prévention, donc sur la question du communautaire. Hein? Je veux dire, on a mis sur pied à l'époque, vous vous souvenez, le Centre de prévention contre la radicalisation, parce qu'il y a des familles qui peuvent être réfractaires à cause de leur passé, de leur culture à l'autorité, puis qui aiment mieux parler avec des civils ou bien des gens du milieu académique. Bon, ben à ce moment-là, l'important, c'est d'aller chercher le maximum de renseignements puis de sécuriser les gens qui sont face à un certain désespoir, un désarroi. On a besoin également, sur le plan municipal, là, il y a des problèmes de luminosité. Vous gardez des coins sombres, là, puis les gens ont peur de se promener là. Il y a un problème de sentiment de sécurité, mais il faut qu'on donne des outils pour que les policiers fassent leur travail. Présentement, non seulement on oblige plusieurs d'entre eux à faire du temps supplémentaire, sont brûlés, mais en plus, ils ont l'impression, puis avec raison, qu'il n'y a pas de la confiance de l'institution. Moi, j'ai toujours parlé avec 3 approches dans tous les dossiers. L'approche conjoncturelle, l'approche structurelle et l'approche culturelle. L'approche conjoncturelle, c'est qu'il faut saisir les enjeux et l'environnement dans lequel tu es. Problème de sécurité. La ville n'est pas sécuritaire. Là. Je veux dire, vous avez plus de 450 douilles qui ont été trouvées, puis on n'a pas enregistré tous les coups de feu là, qui se tirent à Montréal, puis ça tire à toute heure du jour. Les gens ont peur même d'emmener leurs enfants dans le parc parce qu'ils ne savent pas ce qui peut arriver. Il y a des balles perdues. Et puis, il y a 28 homicides depuis le mois de janvier, dont la moitié depuis le mois d'août. Il n'y a rien de plus irrationnel que le sentiment d'insécurité. Donc, il faut travailler en ce sens-là. Ça fait 2 ans qu'on attend après le contrat des tasers, hein, les armes intermédiaires qu'on doit utiliser. Vous avez un problème de matériel roulant pour le GTI, le groupe d'intervention. Ça, c'est un état. 2, on ne peut pas déshabiller Paul pour habiller Jacques.
Si on est capable d'avoir un budget qui est passé de 5,2 milliards à 7 milliards de dollars, puis on a semé à tout vent, puis qu'on a augmenté la dette, on doit être capable de trouver une dizaine de millions pour s'assurer qu'on a l'argent qu'il faut aussi pour le communautaire. Quand tu veux regarder tout ça, il y a un problème. Il y a un problème en plus de racisme systémique puis de profilage racial. Donc, on a besoin d'intervention. Donc, on a besoin de formation. On a besoin de comprendre la situation, mais pas de dire, je vais mettre le social d'un bord puis le policier de l'autre. C'est un tout. Fait que on comprend la conjoncture. Vous pensez que les policiers sont encore les bons acteurs pour faire le social? Ils sont aussi les acteurs du social. Puis ils font tous partie de la solution, oui, tout à fait. Puis là, vous avez l'approche structurelle. Moi, là, je me refuse qu'on travaille en silo. On a besoin de plus grande imputabilité. Et le directeur de police, pour moi, là, il va devenir aussi directeur général adjoint. Ça veut dire que dans le processus décisionnel, hormis les questions opérationnelles, on s'entend, bien, de faire partie de la solution et de faire partie de la décision en travaillant avec l'ensemble de ses collègues qui travaillent au niveau social et tout ça, bien, il va avoir une belle sensibilité commune qui va se faire. Pour moi, c'est important. Puis, dernier point, bien, on en a parlé, c'est la question culturelle. Donc, il faut travailler pour le changement de mentalité. Il faut s'adapter aux nouvelles réalités. Et puis, à ce moment-là, ça prend de l'entraînement. Il faut travailler au niveau de la formation. Puis êtes-vous prêt à travailler avec l'actuel chef de police, Sylvain Caron? Est-ce qu'il y a votre confiance? Il est là pour l'instant. On va jaser avec. Je le connais pas. Je sais que c'est un gars proche de ces gens. Puis, on va regarder ça. Moi, c'est sûr que, pas juste pour le directeur de police, pour l'ensemble de l'administration, on va regarder l'ensemble des dépenses, puis on va regarder ce qui fonctionne, ce qui fonctionne. Il est là pour l'instant. C'est pas rassurant pour lui, il me semble. Bien, il y a un contrat. Je voulais vous parler d'habitation. C'est un gros morceau de la campagne. Là. Vous avez promis 50 000 logements de tout type. Là. Mais vous avez aussi promis d'abolir le règlement sur la mixité sociale, le 20-20-20. On sait qu'il y a beaucoup déjà de promoteurs qui préfèrent verser une compensation. Vous ne pensez pas qu'en enlevant des contraintes supplémentaires, ça va juste amener les promoteurs à ne pas faire du logement social ou du logement abordable? La réponse est non. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que le 20-20-20, puis à cause du manque de leadership et de gouvernance au niveau de la communauté métropolitaine de Montréal et de l'agglomération, c'est rendu que les villes liées, puis les autres villes à l'extérieur de l'île appellent tout le monde, disent non, venez-vous-en chez nous, on n'a pas cette affaire-là. Parce qu'il y a des contraintes, puis ça ne fonctionne pas. Ce qu'on a besoin, c'est de livrer la marchandise. Donc, on peut être pour la mixité sociale, mais pas pour le 20-20-20. Donc, il va y avoir 3 choses qu'on peut faire. La première, c'est qu'on ne peut pas contrôler les prix, mais on peut y contribuer. La façon, à mon avis, de contribuer à la baisse des prix, c'est de doper l'offre. Donc, c'est la notion de densité. La densité va avoir un impact. Bon, on a eu le débat à un moment donné, puis dans le livre, j'avais parlé du Mont-Royal. Regarde, on n'est pas là pantoute, mais il faut qu'il y ait une densité. Puis en plus, si vous parlez du centre-ville, à cause du peu de terrain, on n'a pas le choix d'aller en hauteur. Alors, ça, c'est un premier point. Mais on peut parler de densité douce et intelligente. C'est-à-dire que si, par exemple, à Hochelaga-Maisonneuve, au lieu du 3 étages, vous avez des secteurs que c'est des 6, on peut monter jusqu'à 6, bien, pour assurer qu'il y a du monde dans les quartiers, on peut le faire, d'autant plus qu'avec le REM 2, notamment, on en parlera tantôt, mais il y a des projets structurants qui vont nécessiter de l'habitation. L'autre chose qui me fatigue, c'est puis on va faire une étude en profondeur, là, parce que malheureusement, Montréal dépend de ses revenus à 76 % des taxes foncières. Toronto, c'est 36. Mais il faut assurer une plus grande accessibilité à la propriété. Donc, pour les familles, nous, notre travail, là, notre mission, c'est de garder le monde, d'en faire revenir, puis d'assurer que les familles puissent grandir ici. Là, il y a un exode de 38 000 personnes, juste la dernière année. La pandémie a le dos large, là, mais il y a la question des coûts et tout ça. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir une stratégie sur la taxe de mutation. Donc, la question la taxe de bienvenue. Et cette taxe de bienvenue-là, des fois, fait une différence dans est-ce que je vais m'acheter une maison parce qu'avec ça, je vais m'en aller, je vais aller ailleurs. Donc, il faut qu'on regarde les autres mesures de financement. On a un programme qui s'appelle Accès Condo, présentement, qui donne jusqu'à un remboursement de 2 %, mais c'est tellement compliqué que personne ne l'utilise. Alors, si au lieu du 2 % d'Accès Condo, on se donne un programme
Parce que depuis le statut de métropole, on l'oublie, là. On a fait des choses là-dedans, puis on ne l'a jamais utilisé. On a tous les pouvoirs en matière d'habitation, puis on peut diversifier l'économie, on peut avoir un pouvoir compensatoire et subventionnaire qu'on n'avait pas avec la loi des cités et villes. Le statut de métropole et tous les plans d'autonomie municipale et le statut de la capitale nationale nous donnent cette capacité-là. Là, ils ont juste utilisé le droit de préemption, mais on doit faire davantage. Donc, si à la place d'avoir un remboursement sur la taxe de bienvenue jusqu'à la concurrence de 2 % on se donne un outil qui donne une mise de fonds jusqu'à 10 % mais que si tu revends tout de suite, tu as des pénalités. Première année, 95 % qui va aller jusqu'à, par exemple, au montant. Je pense que ça donne un break, puis ça donne une capacité d'avoir plus de liquidité pour pouvoir... c'est un peu comme le SCHL fait, là. On pourrait travailler en ce sens-là. Montréal a au bon an, mal an, une trentaine de terrains. Donc, Blue Bonnet et tout ça. Quand on parle de mixité à ce moment-là, autant je suis pour le 15-15, autant que dans nos propriétés, on pourrait l'augmenter au niveau des social à 30 %. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Moi, ce que je veux, c'est qu'on établisse un carré de sable. On ne peut pas dire que les développeurs, c'est des mauvaises personnes, puis il y a 2 mois des élections, dire que non, je leur parle. Tout le monde va s'asseoir ensemble. L'institutionnel, la ville, les groupes communautaires, la population et les développeurs. Puis on va se donner un modus operandi. Bien souvent, combien de fois vous avez entendu les gens se plaindre que la ville n'est pas exemplaire parce que ça prend des mois pour des permis puis qu'on devient plus déshéritant. Moi, mon vrai problème, là, c'est que l'ensemble des arrondissements, c'est devenu la République des dérogations. Hein? C'est ça la game. Si tu me donnes tant là, me donner plus d'étages, tout ça. Non. Qu'on se donne un modus operandi qui est clair, puis qu'on ramène les mesures d'imputabilité que je vous ai parlé tantôt à tous les niveaux, tant au niveau de la ville qu'au niveau de ceux qui veulent livrer la marchandise. La ville ne bâtit pas des unités de logement, mais on peut encadrer la façon de le faire. Pour le social et le coopératif, on va créer un fonds d'investissement de 25 millions par année et on va inviter les fondations privées ou bien le Fonds de solidarité, la Caisse de dépôt, qui est dans sa mission première dans le développement, et ça comprend l'habitation parce qu'ils ont investi dernièrement dans les habitations étudiants et tout ça. Donc, à ce moment-là, ce fonds-là va servir à ça, financer le logement social et puis le coopératif. Le dernier point, on a l'air d'un village mal coltaillé, là. C'est-à-dire, on a perdu le sens de la métropole. Vous vous souvenez que j'ai parlé souvent de contrepoids puis de diplomatie urbaine. Bon, mais on est capable de travailler par rapport à l'entente Québec-Canada sur le logement. Imaginez-vous qu'il y a une belle table de travail sur le rôle des municipalités, puis les municipalités ne sont pas là. Ce plan-là, 3 volets. Vous avez Québec-Canada qui met 272 millions, ça c'est le premier volet, puis Québec est maître d'œuvre sur les unités de logement. Vous avez le communautaire qui est comme les DITIR de ce monde, qui s'occupe de l'habitation sociale, puis vous avez une aide au loyer pour le 3e. Mais il y a un 13 milliards de dollars, là. Il y a une stratégie de logement national, d'habitation nationale, là. Ça, là, on pourrait faire des ententes directes, Montréal, les grandes villes et puis Ottawa, là, pour dire, par exemple, dans les stratégies d'accompagnement, on le fait déjà au niveau des itinérants, parce qu'on va arrêter de parler de refuge, on va parler de transition. Mais si, mettons, il y a déjà un projet qui s'appelle le FCMI, où la SCHL finance le secteur privé pour faire des résidences de personnes âgées. Plus vous allez avoir des résidences de personnes âgées ou dédiées, ça peut être étudiant, tout ça, parce que je veux créer une cité universitaire alentour des universités, bien, ça vient aussi donner une possibilité de plus de logements abordables à d'autres niveaux, donc ça va aussi un impact sur le prix. Votre objectif de logement social et abordable, est-ce qu'il est réaliste, compte tenu que, justement, les sommes dorment un peu à Québec, un peu à Ottawa, et qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre? Oui. Pénurie de main-d'œuvre et pénurie de matériaux aussi, là. Regarde, ils ont promis 12 000, puis ils ont essayé de se servir des chiffres même du premier mandat de 2013 à 2017. Bon, ils n'ont fait 1000. C'est pour ça que si on s'assoit tous ensemble... Mais vous pensez que votre objectif est réaliste dans les conditions économiques actuelles? Oui. De 50 000, oui. Moi, quand je suis parti, là, il y avait 76 dossiers, 76 chantiers qui représentaient 26 milliards de dollars. Mais là, les gens s'en vont parce qu'ils ont l'impression que, ils font pas partie prenante de la solution, puis que, deuxièmement, on comprend pas vraiment ce que ça veut dire, le développement
économique et puis la question d'habitation, parce que c'est de l'idéologie plutôt que pragmatique. Alors, mais je vais être imputable. Moi, je dis 50 000 sur 4 ans. Là-dessus, il va en avoir 10 000. On a des pressions, là. C'est Blue Bonnet, qu'on doit finir Cavendish, mais Projet Montréal était contre Cavendish. On n'a pas le choix parce qu'il y a une condition sine qua non de faire Cavendish. Mais si en 2023, on n'a pas commencé, là, on perd le terrain. Puis c'est gros, ça, parce que vous avez le triangle Namur, puis il y a des choses qu'on peut faire avec ça. Puis si c'est bloqué avec Cavendish, bien, vous comprenez le problème de Royal Mount aussi au niveau du trafic et de la congestion qui va avec. Donc, on a une obligation de résultat. Et si on fait les choses adéquatement, moi, je pense qu'on est capable de créer 12 000 unités de logement par année. Il y a des gens qui vont faire le lien entre vos réflexions sur les promoteurs immobiliers, comme la question des hauteurs, oui. Densité, puis le règlement 20-20-20, avec ce qu'on sait sur Cogir. Est-ce qu'il y a une influence les gens ont raison de voir une influence des promoteurs ou une proximité? Il y a des gens qui essaient de dire qu'il y a de l'influence. Il y a des bons spin doctors chez nos adversaires. Il y a une campagne sale présentement où on essaie de dire on va faire un référendum sur la personnalité de Coderre. Parce que pendant ce temps-là, je n'ai pas besoin de parler de mon propre bilan. Dans la politique toute ma vie, là. Pas un gars d'influence, pas un gars qui se fait influencer. Là. Pensez-vous que je reviens en politique me faire influencer? Là? Je reviens à Montréal parce que j'aime Montréal puis j'aime pas ce que je vois. Puis si Cogir est dans un dossier, je me retire. C'est clair. C'est comme ça que ça va fonctionner. Mais savez-vous quoi? La densité, hein? Des gens qui aiment citer des universités, allez voir du côté de la Californie. Là. La densité est un outil essentiel pour contrer l'étalement urbain, donc un apport positif sur les changements climatiques. Mais vous dites un référendum sur la personnalité de Coderre, mais c'est important la personnalité d'un leader. Oui, tout à fait. On s'identifie à lui ou non, on le croit ou non. Et l'ensemble de vos antécédents là, a fait que les gens se font un jugement X de vous. Sois spécifique sur qu'est-ce que tu veux dire par les antécédents. L'ensemble de votre carrière, vos comportements, les gens vous ont vu et décident on aime ça ou on n'aime pas ça. C'est clair. Alors, c'est pas une question de faire une campagne sale, ça. J'ai l'impression que tenir compte d'une personnalité, c'est important. Mais bon. Il y a un problème là-dessus. On regarde les sondages. Les jeunes ne votent pas pour vous. Pourquoi? Ben, les gens ne votent pas pour moi, on verra. Les jeunes. Les jeunes. Les jeunes, les jeunes. Non, les jeunes. Avez-vous un problème avec les jeunes? Non, j'en ai pas. Regarde, on est sur... C'est pour ça que pour moi, c'est une campagne d'enjeu, c'est important, parce qu'on ne prépare pas la prochaine élection seulement, on prépare la prochaine génération. Bon, on n'a pas dit dans le sondage que j'ai 11 à 12 points pour les 35 ans et plus. Est-ce que 35 ans, c'est jeune? En tout cas, moi, de 58, là, je me sens jeune encore. Mais c'est sûr que le problème présentement, il y a des enjeux de sécurité, il y a des enjeux de propreté, il y a des enjeux de rayonnement, il y a des enjeux de leadership. Hein? Parce que si on a une mairie qui est toujours dans la salle d'attente et qui blâme les autres, c'est toujours la faute des autres personnes, et puis on demande, tout ce qu'on sait faire, c'est demander de l'argent d'Ottawa puis de Québec, bien, ça aussi, il y a des gens qui trouvent que ça n'a pas de bon sens. Alors, c'est un défi de tout instant. On ne commencera pas à diviser les gens, puis ça dépend des définitions qu'on a. Mais moi, sur le terrain, honnêtement, ça va bien, Michel. Moi, les gens sont très contents. Puis, moi, je me rappelle, en 2013, on donnait pas cher pour Montréal, puis on a contribué à la renaissance de Montréal, puis on a fait rayonner Montréal, on a augmenté l'attractivité, on est redevenu pertinent et percutant. Mais à la fin de votre mandat, M. Coderre, les Montréalais n'aimaient plus vraiment ce qu'ils voyaient. Ben oui, puis ils ont voté pour moi, puis ils ont eu raison de le faire, puis j'étais arrogant, puis c'est correct. Mais puis parce que c'est pas un droit de propriété, est-ce que vous avez ça. changé à ce point que le Denis 2.0, le logiciel, il ne bug pas, là? Est-ce qu'on change avec l'âge? Est-ce que tu as changé, Brian? Toi, tu es plus calme dans tes questions que la dernière fois qu'on a fait une table éditoriale. Je réponds pas aux questions, je les pose. Non, mais c'est ça. Moi, je te parle dans ta façon de poser les questions. Moi, je vous dis la chose suivante. On grandit dans nos défaites, puis on grandit, point. Alors, est-ce que... Moi, j'ai vécu des affaires personnelles épouvantables et j'ai dû me retrouver, et je me suis retrouvé. J'ai vécu le pire, puis tant sur le plan familial que sur le plan personnel. Je me suis repris en main. J'ai frappé un mur. Il y a eu des problèmes majeur. Puis là, je me sens bien, puis je suis heureux avec moi-même. Il fallait commencer par s'aimer, puis c'est ça qui est arrivé. Maintenant, je m'aime. Puis ça, c'est important. Alors, est-ce que j'ai changé? J'ai évolué. Est-ce que je suis le gars qui va être décideur, puis capable de prendre des décisions, puis d'avoir un leadership assumé plutôt que de jouer
la victime puis que c'est la faute des autres. C'est pas moi. C'est sûr que le fond est là. J'ai fait 12 campagnes électorales. Est-ce que c'est un problème d'avoir de l'expérience? Non. Au contraire. Je pense que les gens, ce qu'ils veulent, c'est de l'expérience, c'est de la compétence, puis c'est de l'assurance. Les gens ont peur présentement, puis les gens n'aiment pas ce qu'ils voient. Alors, on peut être idéaliste, je le suis dans plusieurs dossiers, mais il faut être pragmatique, il faut être réaliste. Puis là, les gens, ce qu'ils veulent, c'est comment ça se fait que j'ai des problèmes de trottoirs majeurs, comment ça se fait qu'il y a moins d'accessibilité universelle, comment ça se fait que la ville est sale et pas sécuritaire. Puis c'est pour ça que moi, je parle des enjeux. C'est sûr que je sois une cible, écoute, merci aux caricaturistes et tout ça, c'est correct. Il y a un personnage en quelque part, mais je veux dire, on ne pourra jamais m'enlever mon amour de Montréal. Puis le fait que je sois totalement dédié à est-ce que j'ai changé? On évolue. Valérie Plante dit souvent qu'elle avance ensemble avec les autres et vous reproche d'agir seule. C'est elle qui me reproche ça. Demandez à Nadine Gelly, parlez à Guillaume Lavoie, parlez à Karine Boivin-Roy, parlez à Francesco Miele, à tous ces gens-là qui comprennent qu'un chef d'orchestre peut choisir la partition, battre la musique, mais s'il n'y a pas d'instrument, ça ne fonctionne pas. Alors, on a un maudit bel orchestre. Et puis, je ne sais pas si c'est en équipe, mais moi, sur mes pancartes électorales, je suis avec l'équipe. En tout cas, je ne suis pas tout seul. Alors, on travaille en ce sens-là. Tu sais, c'est sûr qu'on va essayer, mais moi, je peux vous dire que moi, je sens que cette administration-là est complètement dépassée par les événements. Qu'en matière de développement économique, ils sont nuls, ils ne sont pas là. Ils disent, hey, on a 3 milliards d'investissements. Merci à Montréal International. Mais quand on était là, on faisait des missions commerciales. On a amené des lignes directes comme à Montréal-Shanghai, comme Lima, Tokyo, tout ça. La différence entre un MOU, une entente de principe et un contrat, c'est la volonté politique. Montréal, c'est 50% du produit intérieur brut de la population et des emplois. J'ai mis en place une maison des régions. Notre rôle, c'est, moi, au MBA, j'apprenais en anglais la localization, penser globalement, agir localement. On a perdu ce sens de la métropole. Tant au niveau du Québec, en 2020, quand la pandémie, là, on disait aller dans les régions, on a même refusé à Montréal de faire de la promotion de Montréal. Mandat Tourisme Montréal. Si on veut devenir pertinent et percutant, on est une ville internationale, on est une ville olympique, on est une porte d'entrée, c'est l'Europe en Amérique, on est une ville qui carbure aussi à la diversité, puis c'est une terre de diaspora. On n'est pas là. Alors, on peut, oui. Steve Jobs, je l'ai déjà dit, il disait que si vous ne voulez pas de trouble en politique, vendez de la crème glacée. On peut faire ça. Ouais. Mais vous avez quand même eu des problèmes avec plusieurs candidats, là. Et, oui. Est-ce que, oui, il y en a qui ont quitté l'équipe, etc. Même chose. Est-ce que votre filtre fonctionne toujours, le filtre Kodak? Bien, le filtre Kodak. Encore une fois, il faudrait prendre les choses dans leur contexte. Dimitra a été victime d'un partenaire financier. Elle n'a pas été accusée de rien, là. Et puis, oui, les adversaires ont envoyé un bel article de 2003 pour essayer de la définir. Mais cette personne-là, 15 ans plus tard, a travaillé dans le milieu financier puis doit passer par l'ensemble des processus. Puis, il n'y en a pas de problème. Elle a contribué aussi à la communauté hellénique au niveau des personnes âgées. C'est important. Bon, on parle de M. Richard. M. Richard n'a eu aucune plainte depuis qu'il est agent d'immeuble. Et puis, au même titre que les supposément flips, on fait flop un peu, là. Les flips, ils disent c'est pas recommandé, mais si vous le faites, remplissez des formulaires puis soyez transparent. Il n'y a pas eu plainte ni de ceux à qui s'est occupé du dossier, dans ce dossier-là, ni de qui que ce soit, là. Alors, OK, on est en politique, on peut essayer de définir, mais moi, là, j'aurais pas gardé quelqu'un qui fouille dans les ordinateurs comme policier puis qui a eu un rapport gros comme le bras questionnant son intégrité, là. Moi, hein, je veux dire, il l'a eu facile, ça n'a pas duré longtemps, hein? On n'a pas posé trop de questions de ce côté-là. Il y a toutes les chicanes qu'il y a eu à l'intérieur de l'administration, hein? Les femmes qui ont été expulsées ou qui ont quitté, ou les gens qui sont pas présentés en politique, hein, parce qu'ils disent que non, mais
On leur promettait des jobs et tout ça, puis on veut faire de la place, puis on est obligé de récupérer des plans B et des plans C comme candidat. Vous savez, regarde, alors, tous les candidats qui sont là, moi, j'ai une équipe qui a un rôle à jouer. J'ai confiance en cette équipe-là et ils font partie de la solution. Et cette magnifique complémentarité, j'ai 6 candidats qui sont des propriétaires de restaurants ou des chefs qui ont vécu de façon épouvantable la pandémie, puis qui ont dit, moi, je vais redonner au suivant. Moi, je veux être là pour que ça fonctionne, parce que je veux être la voix de ces personnes-là. J'ai des femmes dans le milieu des affaires. Nadine Gelly va être une numéro 2 exceptionnelle, au même titre au niveau culturel, au niveau du développement économique. Elle a compris la question des jeux vidéo. Donc, si on veut partir des grappes industrielles, des choses comme ça, Guillaume Lavoie, hein, il était virulent quand on se poignait, là. C'était remetté personnel, mais on avait du fun en conseil municipal. Lui-ci, c'était pas toujours facile, mais c'était correct, puis c'était rigoureux. Des Laurent Desbois, qui se présente comme maire de l'arrondissement d'Outremont, qui a travaillé à New York, à Tokyo, qui a été 11 ans à la Caisse de dépôt, qui est un économiste hors pair, qui va être notre président de la Commission des finances. Suzanne de la Rochelière, qui est candidate au niveau de l'arrondissement dans Saint-Léonard, qui a été policière pendant 30 ans, une témoin experte en matière contre le crime organisé et puis au niveau des trafiquants de drogue et tout ça, qui va devenir président de la Commission de la sécurité publique si tout le monde est élu. Il y a de la profondeur, là. Il y a une équipe de premier plan extraordinaire, puis ces gens-là soient très connus dans leur milieu ou bien dans leur arrondissement. Jean Héroldi, on peut vous en donner des noms, là. Alors pour moi, là... Christine Fréchette, qu'est-ce qui est arrivé avec elle? Elle n'était pas censée être une candidate vedette de votre équipe? Oui, écoute, elle a décidé de ne pas se présenter, puis c'est correct. C'est quoi le sous-texte? Elle a quitté la Chambre de commerce de l'Est pour se joindre à votre équipe, ou à tout le moins... Non, vous lui demanderez, M. Brian. Moi, je travaille avec les gens qui... Ah oui, mais elle se présente. Elle est exposée d'être dans votre équipe, non? J'avais beaucoup d'autres personnes qui auraient pu être dans notre équipe aussi. Puis qu'à la dernière minute, on dit non, j'ai d'autres défis. C'est correct, moi, je travaille avec l'équipe qui est là. Puis on a une équipe d'une grande profondeur. Nadine Gelly, là. Est-ce que vous savez les raisons qui l'ont amené à ne pas se présenter dans votre équipe? J'ai pas à donner de raison ou d'infirmer ou de confirmer. J'ai juste à dire qu'elle n'est pas candidate, c'est tout. Si vous êtes... J'aimerais ça vous parler du français. Oui, avec plaisir. Est-ce qu'il y a un problème de français à Montréal? Il y a un problème de francisation, oui. Il y a un problème, on doit s'en occuper davantage. On doit trouver une façon de s'assurer, notamment par les nouveaux arrivants. Vous savez que justement dans le statut de métropole, on avait créé le bureau d'intégration des nouveaux arrivants de Montréal. Et on a une entente, parce que j'étais un ancien ministre de l'Immigration, comme tu sais, et on a contribué toujours à la fameuse entente Québec-Canada en matière d'immigration. Et on a une entente signée avec Québec pour Montréal, pour l'immigration, mais on n'a pas renouvelé la francisation. Alors moi, là, je veux qu'on soit un acteur prépondérant au niveau de la francisation. Et une des façons d'intégrer les gens, c'est de les amener à vivre en français, y compris quand ils s'adressent à la ville. Or, vous demandez, comme Mme Plante d'ailleurs, que le service 311 là, soit exclu du projet de loi 96. Bien, vous êtes l'expert en matière d'Assemblée nationale, c'est dans l'exception de la loi 96. Donc, le 311 est une exception. Fait qu'il l'est déjà. Elle n'avait pas lu le texte. Non, mais là, le gouvernement... Simon Jolin Barrette, là. Monsieur Barrette... Monsieur Barrette... Non, mais Monsieur Barrette... Monsieur Barrette... Non, mais c'est pas sale de dire que c'est Simon Jolin Barrette qui a répondu ça. Non, mais Monsieur Barrette veut que ce service-là soit unilingue. Hein? Monsieur Jolin Barrette, il veut que la loi, le service 311 soit unilingue français. C'est pas mon information. Ben, c'est ça. Je suis désolé. Non, il a dit que c'était pour être une exception. Et regarde, en matière de santé, en matière de sécurité, en matière de tout ce qui touche la résilience, je regrette, on est là pour aider les gens. Non, mais ça, il y a des questions de sécurité, mais il y a des questions de la bibliothèque. Il y a une foule de services qui n'ont rien à voir avec la santé et la sécurité. Regarde, moi je pense il y a un vieux principe, les Anglais appellent ça doability, il y a l'applicabilité des lois ou des règlements. OK? À un moment donné, nous, on donne des services. Est-ce que je vais faire... Montréal est une métropole
francophone, c'est un cachet extraordinaire. Puis je me suis battu toute ma vie pour le français, au fédéral aussi. Puis c'est encore plus rough, au fédéral. Puis je l'ai fait. Alors, on est une métropole francophone, mais on doit donner des services aussi, là. Fait que moi, en matière de sécurité, puis de santé publique, puis de résilience, si on nous appelle pour l'insalubrité, puis ça crée des problèmes, on va prendre un cours en français, quand même. Est-ce qu'on peut faire de la promotion du français? Oui. Alors, tous les services doivent être bilingues et vous ajoutez le créole et l'italien, si tu comprends bien. Là, non, j'ai dit pour la sécurité, oui. Sécurité, écoute, on a la Charte de Montréal est en 28 langues, je pense. Écoute, Montréal, c'est 200 pays c'est la diversité aussi. Mais est-ce qu'on doit travailler d'arrache-pied pour la séduction, pour le français? Je viens de vous dire que la question de la francisation au niveau des nouveaux arrivants. Mais est-ce que l'autre chose qui me fatigue, parce que moi, j'ai rencontré aussi la communauté anglophone. Okay? J'ai vu les leaders hier. Et puis, est-ce qu'on doit définir un anglophone par rapport à si tu vas à l'école anglaise ou pas? C'est ça la définition historique des anglophones? C'est pas la réalité, Michel. C'est pas la réalité. Mais ils comprennent que sont francophiles, puis qu'on doit faire la promotion de la métropole francophone, puis donner des services en français, sauf les exceptions que je t'ai données. Pour moi, c'est très pragmatique, là, mais c'est très rassembleur, c'est inclusif. Moi, je ne parlerai pas de rébellion puis de référendum sur la langue, c'est fou comme la mort. Mais est-ce que les modifications que vous souhaitez au projet de loi 96, c'est quoi exactement? La seule modification que je vais demander, c'est un éclaircissement au niveau de la définition d'anglophone historique. Je pense que ça, c'est un problème pour les anglophones, puis je le comprends. Leur propre identité, leur propre définition d'identité. Mais Montréal, on a la loi de la Cité-Ville, la charte, l'article numéro 1 de la Charte de Montréal, c'est Montréal est une métropole francophone. C'est quoi pour vous un anglophone historique? Si vous aviez à tenir le crayon du ministre, vous lui diriez d'écrire quoi? Bien, moi, je veux jaser avec avant parce que je me dis... avoir une idée? Non, mais je pense pas que on va définir un anglophone comme quelqu'un qui est accessible à l'école anglaise. Pas ça, la définition, à mon avis. Alors, je vois ça a été quoi la réflexion. Mais très clairement, la communauté anglophone, à qui on parle, sont blessés par ça. Hein, on a été blessés, nous autres, avec Lord Durham, le kit, on a été une minorité, on a été... on se bat là, pour notre propre langue, on le vit, ça. Il y a deux choses qui restent d'un code sensible de Jacques Bouchard. Il y a la sécurité économique et la sécurité culturelle. Donc, dans le profond de ton identité propre, là, tu vas-tu te définir... OK, ça veut dire que quelqu'un qui parle anglais, mais qui n'est pas accessible à l'école anglaise, c'est pas un anglophone? Est-ce qu'un anglophone, c'est... Pour la communauté anglophone, c'est pas compliqué. C'est n'importe qui parle anglais ou qui veut le parler. Voilà. Moi, je pense qu'on est beaucoup plus dur puis que notre rôle, c'est pas de mettre une gang contre l'autre puis d'alimenter les deux solitudes. Moi, j'ai travaillé continuellement. Non, mais on peut être en désaccord. C'est important, mais si on bouge la ligne sur la notion d'anglophone historique puis qu'on s'éloigne du critère de l'école, ça veut dire que c'est où est-ce qu'on va déterminer qu'un anglophone ne peut... C'est le débat que je veux avoir avec le ministre. Ne peut pas se rattacher à la culture anglophone de son plein droit, son plein gré. Ce que j'ai dit, Brian, c'est que je comprends cela. Ouais. OK? Je comprends cela. Puis moi, je pense que ça prend un débat là-dessus avec le ministre. Je veux parler au ministre parce que moi, là, je vais être le représentant de tous les Montréalais. Puis il y a une faction de Montréal qui font partie prenante de la communauté, qui contribuent, puis qui ont leur service, puis qui contribuent à l'économie et au développement, ils font partie de notre ADN aussi. Mais concrètement, là, est-ce que vous seriez d'accord? Est-ce qu'un anglophone ou une personne, un nouvel arrivant qui veut se rattacher à la culture anglophone puisse le faire de son plein droit? Définis ce que tu veux dire. Bien, on a un nouvel arrivant, supposons. Ouais. On va travailler pour la francisation. On va travailler pour la francisation. Ouais. Mais si lui décide qu'il veut se rattacher au creuset anglophone... Non, les gens qui viennent ici, la langue commune au Québec, c'est le français. Ouais. Comment vous allez vous assurer qu'il se rattache au tronc commun puis à la culture française? Parce qu'on demande une entente. Moi, je la connais, l'entente Québec-Canada. Je comprends pourquoi que les autres provinces en veulent, parce que sur le plan financier, là, c'est pas juste la question d'appointer des gens, là, c'est l'intégration qui va avec. Alors moi, je dis là, que 76 82 du Grand Montréal reçoit les nouveaux arrivants. Il y a peut-être 3/4 qui viennent à Montréal. La notion d'anglophone historique, là, c'est gros, là. Cette notion de fréquentation scolaire, c'est un des fondements de la loi 101. C'est ce qui a permis d'avoir les enfants de la loi 101, de franciser une quantité impressionnante de Québécois. Tu mêles les gens, comment ils s'identifient, puis
puis la question des nouveaux arrivants. Les gens qui sont ici, comment ils s'identifient, puis ceux qui s'en viennent. Ceux qui s'en viennent, Montréal, langue commune, française, c'est une métropole francophone. C'est pour cette raison-là que nous ne sommes pas une créature des provinces, mais un gouvernement de proximité. Et comme gouvernement de proximité, parce que en matière d'urgence, des fois, j'ai vécu bien des affaires, puis là, Québec est là, mais qui c'est qui est pogné après avec la question des écoles? Puis vous allez voir, je m'en viens ces écoles après. Puis la question de l'intégration, c'est Montréal. J'ai les oui, je sais pas pour vous, est-ce que c'est vous qui vous dites que c'est pas à Québec, mais c'est à Montréal de définir les règles du vivre ensemble ici? Bien, attention. J'espère que dans le statut de métropole, quand on identifie l'esprit d'une loi, on regarde son préambule. Il y a le concept de réflexe Montréal. Il y a le concept d'asymétrie par rapport à l'autonomie municipale. Ça ne veut pas dire puis je viens de vous dire français, langue commune. Là. On se parle franchement, là. Alors, ça veut dire que dans l'application des services, on a cette capacité-là de récupérer la francisation. Moi, je suis sûr qu'on va le faire. Oui, mais c'est quoi la francisation quand tous les services sont accessibles en anglais? Qu'est-ce que vous faites pour... Non, c'est parce que vous êtes... Non, vous en allez vers une tangente, c'est pas ça. Non. C'est la réalité, ça. N'importe qui peut avoir accès à un service en anglais à Montréal, oui ou non? Dans certains... pour la plupart du temps, oui. Oui. Alors, quelle est l'incitation que la Ville fait donc, l'incitation à la Ville de Montréal va s'en aille vers le français? L'expérience de vie que vous avez là, sur le plan politique, tout ça, la seule façon de définir l'expérience Montréal sur sa langue commune, c'est comment on donne des services. C'est ça que vous dites. Montréal, c'est beaucoup plus que ça. La contribution de l'administration municipale, c'est de donner des services. Là, je ne vous parle pas du rôle du Musée des Beaux-Arts, là. C'est pas ça. Pas vrai. Alors, je veux savoir, qu'est-ce que vous faites pour intégrer? C'est quoi le rôle de la Ville dans l'intégration si c'est pas les services? Ça, c'est le syndrome du provincialisme qui pense que Non, en tout respect, qui pense que, j'ai vu ça souvent, que les municipalités, c'est juste des créatures des provinces, puis que non, c'est pas ça la question. On demande qu'est-ce que Montréal va faire pour favoriser l'intégration et la francisation. Mais j'espère de vous expliquer qu'est-ce que ça... Vous nous dites qu'on est provincialiste, on aimerait comprendre. On se pogne pas, là. Mais ce que je vous dis, c'est un débat simple, c'est un débat de fond qu'on doit faire. OK? Moi, je pense que la Ville, la diversité, c'est une plus-value. On a une communauté maghrébine, on a plein de haïtiennes, on a des communautés. Parlant français, on doit célébrer le français puis le français en partage. Je vous dis que les nouveaux arrivants, puis je vais aller plus loin après, les nouveaux arrivants qui viennent ici doivent apprendre à parler le français parce que c'est la langue commune. Qui est le plus apte à démontrer cela et à faire ça? Tu te rappelles tous les dossiers Coffee, le kit? Hein? On a manqué notre coup, là. Hein? Tout gouvernement confondu à Québec. L'autre élément, c'est qu'en faisant ça, en démontrant cette expérience-là, on est beaucoup plus inclusif. Puis en étant inclusif, tout le monde va pouvoir continuer. Non, mais je reviens à la question. Qu'est-ce que vous faites pour convaincre les gens de passer au français, les nouveaux arrivants? Est-ce que quand vous venez ici, vous pensez que c'est pas une métropole francophone? Bien, il y a des problèmes dans certaines... C'est pas évident. C'est pas évident dans certains coins. C'est pour ça qu'il faut... Puis je suis d'accord avec l'esprit de 96. C'est pour ça que j'ai dit ça. Mais est-ce que on doit dire c'est un contre l'autre tout le temps? Mais M. Godard, la question est très concrète, est très pragmatique. C'est quoi le rôle de Montréal pour favoriser puis faciliter la francisation et l'intégration au français? Montréal a un rôle d'attractivité. Montréal, on a mis sur pied un bureau de l'enseignement supérieur. Montréal est une des seules villes où vous avez des universités bilingues. Moi, ce que je pense qu'on devrait faire aussi, comme on a fait avec l'exemption culturelle à l'UNESCO sur les ententes, il va falloir qu'on travaille au niveau des villes pour pousser les universités puis les autres niveaux de gouvernement à ce que tout ce qui touche le numérique, l'Internet et tout ça, qu'on puisse aussi démontrer ce français en partage. Parce qu'actuellement, peu importe où vous allez, sur le plan mondial, il y a une réalité anglophone dans ce sens-là. Moi, je travaillais avec la FIA, avec Eurostar et tout ça. J'avais un groupe qui représentait le SNCF. Mais là, vous répondez pas à Montréal. Les droits historiques de la communauté ne sont pas bafoués. Là. Ils ont leurs écoles, les commissions scolaires, les municipalités, puis la capacité de se rattacher au creuset anglophone nord-américain. Moi, je suis... Oui, mais
Ouais, Et là, j'ai de la misère à réconcilier là, ce que vous dites là, avec la protection et l'essor du français quand vous voulez jouer dans moi, je pense la que pour définition de minorité historique anglophone. Le maire de Montréal est là pour tous les Montréalais. Et s'il y a un problème, je veux faire un débat là-dessus. Je veux parler au ministre là-dessus. Pour faire un débat, parce qu'il y a un processus de Vous allez bien vous entendre avec Balarama Holness, finalement. Non, parce que je ne suis pas pour un Montréal bilingue. Parce que je ne suis pas pour la rébellion. Je ne suis pas pour un référendum. Je ne suis pas pour le définancement. Je ne suis pas pour le désarmement. Ça, c'est Balarama Holness. Moi, j'ai de la misère à vous suivre sur le français, là, mais c'est peut-être moi. Je dois être fatigué ce matin, mais j'ai du mal à comprendre comment d'ouvrir la boîte de Pandore de la définition d'un anglophone historique va permettre de faire prospérer le français puis d'assurer sa vitalité à Montréal, alors que l'anglais est une langue qui s'impose de facto dans les affaires. Et c'est la langue... on peut comprendre jusqu'à un certain point, c'est la langue à laquelle les nouveaux arrivants vont se chercher à se rattacher à toute chose. Pas ce que vous dites, mais moi, ce que je dis... Non, mais c'est la Chambre de commerce du Montréal. Je veux bien, mais Michel est là pour d'autres mandats que la protection du français. Là. Il est là pour les affaires. C'est pour ça que moi, je vous dis, pour protéger le français, on va s'assurer du Montréal, ville francophone, métropole francophone. Je vous ai parlé en plus de la francisation. Pourquoi qu'on n'a pas fait ça avant, là, dans les 4 dernières années? Là? Quelle francisation? De quoi vous parlez quand vous parlez de la francisation? Qu'est-ce que vous auriez fait de plus que Valérie Plante, sa francisation? Les nouveaux arrivants, les coffees, là. Moi, là, j'étais hier dans le sud-ouest. Là. Dans le sudouest, là, il y a des groupes qui donnent des cours en français, puis accès à la main-d'œuvre. Puis, ils n'ont pas rien de Montréal. Alors, si on avait des fonds, là, on pourrait faire ça. Justement, quand on va parler de développement de la main-d'œuvre, s'il y a des gens qui parlent ni anglais ni français, puis qui s'en viennent à Montréal, puis que Montréal est une métropole francophone, on va vous aider à parler français. Ça, c'est les nouveaux arrivants. C'est ceux qui arrivent, là. Mais pour ceux qui vivent ici... Non, mais il y a le ministère de l'Éducation, il y a toutes sortes de programmes de formation de la main-d'œuvre. Vous, là, la Ville, c'est quoi qu'elle fait? Honnêtement, je ne suis pas d'accord avec cette définition réductrice d'une métropole. Moi, je pense que dans les 20 prochaines années, 70 à 75 de la population va se retrouver dans les villes. Même depuis Ban Ki-moon, avec Habitat 3 et l'article 11 de l'agenda urbain fait en sorte... De quoi vous nous parlez, là? On vous parle du français. C'est parce que... Non, excuse-moi, là, Michel. Vous me dites... Vous parlez pas juste de français. Vous dites, on fait quoi comme francisation? Puis vous me parlez du ministère de l'Éducation. Moi, je vous dis que, comme gouvernement de proximité, on a un rôle aussi dans l'intégration des nouveaux arrivants. Et autant au niveau du développement de la main-d'œuvre, l'attractivité, l'investissement ici, d'assurer qu'on joue notre rôle pour développer cette richesse pour mieux la distribuer. Bien, si Montréal, la langue commune, c'est le français, on va vous aider à le comprendre puis à le parler aussi. Parce qu'actuellement, là, c'est pas le cas quand on regarde sur ceux qui devraient faire leur job. Moi, je pense que cette notion de proximité nous donne plus de chances de réussite et contribuer à conserver le français puis à le célébrer. Donc, vous estimez que vous êtes en mesure de prendre cette responsabilité-là qui aurait été historiquement une responsabilité provinciale. Vous parlez des COFI. Les COFI, c'était de juridiction québécoise. Alors, actuellement... Vous va après demander les budgets puis la juridiction ou la compétence en matière de francisation. On n'a pas besoin de la juridiction. C'est une entente administrative. On fait des ententes administratives avec le MAPAC puis d'autres choses. Donc, vous allez investir sur un modèle qui ressemble à une meilleure version des COFI. On va travailler avec les groupes communautaires et les gens qui travaillent pour l'intégration. Y a-t-il des sommes prévues à ça dans votre programme? Je pense que la dernière somme, c'était 12 millions. Il y avait une entente de 12 millions avec Montréal. Je ne sais pas comment ils l'ont dépensé. Il faudrait poser des questions à ce niveau-là. Mais quand on parle d'autonomie municipale, c'est parce que le statut de métropole ou le statut de la capitale nationale, c'est pas une vue de l'esprit, là. C'est parce que on est en train, par cette question-là, de remettre en cause c'est quoi le rôle d'une métropole? Le rôle d'une métropole, c'est pas juste... On a une base, là, on doit donner des services de proximité, j'en suis, mais on a un rôle important à jouer pour la vitalité tant du Québec. On est la deuxième ville en importance au Canada. Non, je comprends. Quand on parle de sécurité, vous tantôt... nous parlez de francisation, puis ensuite vous nous dites, oui, mais c'est la diversité, puis ensuite, finalement,
Je comprends pas ce que vous voulez faire pour le français. Bien, je suis désolé, mais moi, je pense que je suis clair. Je me dis qu'on est une métropole francophone. On doit célébrer cela. On doit assurer qu'on puisse avoir une plus grande francisation. Mais je vis avec un ensemble de communautés qui ont un problème avec leur propre définition tout en respectant ce qu'on veut faire en termes de service. Moi, je pense que je suis clair. Si on n'est pas d'accord, c'est correct, on fera le débat. Mais personne ne va douter, dans ma carrière politique, que j'ai combattu puis pour m'assurer que je puisse parler en français puis m'exprimer en français. Mais si vous perdez, est-ce que vous restez chef de l'opposition? J'ai le goût de rester. Oui? Oui, j'ai le goût de rester. Mais quand vous dites j'ai le goût de rester, je vais rester? On va attendre les élections, hein? Il y a des colistiers, des colistières. On va attendre. Donc, si votre colistière est élu... J'ai vraiment confiance qu'on va gagner. J'ai vu plusieurs campagnes électorales. J'ai vu vraiment sur le terrain l'enthousiasme et puis le vent de changement. Les gens veulent vraiment du changement. Et puis, je pense qu'il y a une majorité des gens qui veulent du changement. Ce que je pense qui est important, c'est d'aller voter, par exemple. Je pense qu'on a, en quelque part, manqué de bateau. J'ai parlé tantôt du vote postal pour les 90 ans et plus. 70 ans et plus, pardon. Et ça, c'est un problème. Les boîtes de scrutin, les pôles avancés dans les résidences de personnes âgées, c'était dans la fin de semaine. Puis là, ben dans l'autre, les gens, tu sais, mon propre père est allé là, mais il y a 90 ans, il y a de la difficulté à... Tu sais, il y a des gens qui ont presque 1 kilomètre à se rendre, là, puis c'est pas évident, tu sais, en termes de mobilité, là, fait que... Je trouve ça dommage qu'on n'a pas contribué à faciliter le vote. Très rapidement, M. Coderre, on n'a pas abordé les questions de transport, mais vous avez joué sur plusieurs tableaux durant la campagne. Là. Les pistes cyclables semblaient vous fatiguer d'un point de vue de la mobilité. Vous souhaitez les conserver, mais rajouter du stationnement. J'ai beau regarder, la largeur des rues ne changera pas demain matin. Moi, ce qui me fatigue, c'est... Qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'on ne peut pas dire les deux choses en même temps. Moi, jouer ces pistes puis jouer sur le stationnement disponible. Oui. On peut être pour le vélo. Les voitures une par-dessus l'autre. On peut être pour le vélo puis on peut être pour la voiture. Moi, en 2017, avec Aref Salem, on avait un plan vélo qui a été salué par Vélo Québec. Hein? Non, mais n'importe quoi. Concrètement, allez-vous garder le rêve intact? Concrètement, le problème, c'est qu'il y a un problème de cohabitation et qu'on a fait des gestes pendant la pandémie, pendant que personne ne regardait, puis avec peu de consultation. Je parle de Bellechasse. Direz aux gens qui se faisaient tuer en vélo puis aux piétons qui avaient un problème de cohabitation, ils vont diront qu'ils l'ont renversé, ce problème-là. Les gens de piétons me disent justement faites donc attention les cyclistes parce qu'il y a un problème. Alors, allez-vous garder le rêve intact? Le réseau express vélo, là, dans son ensemble, allez-vous le garder intact? On garde Saint-Denis. Il y a des choses que je vais vérifier, mais il va avoir d'un vélo, mais il va avoir de la cohabitation. On a un plan pour les camions pour assurer parce qu'il y a un problème de dangerosité. Moi, j'ai dit depuis le début, même on a fait en 2016 Vision Zéro. Alors, la sécurité, on est tous conscients de la sécurité. Il n'y a pas personne qui est contre la sécurité. Puis il y a beaucoup de piétons, il y a beaucoup de personnes âgées, il y a beaucoup de gens à mobilité réduite qui trouvent, par exemple, que... Donc, vous pensez que pour les piétons, le plus gros danger, c'est les cyclistes, c'est pas les voitures? Non, c'est tout le monde a une responsabilité. Mais c'est pas vrai qu'on va mettre... Il y a aucun parti anticycliste dans tous ceux qui se présentent. Il y a un parti anti-voiture qui s'appelle Projet Montréal. Alors moi, là, je me dis, on est capable de faire les choses adéquatement. On veut réduire l'auto-solo. On parle de plus d'autopartage. On est pour le REM. On se trompera pas de couleur. Nous autres, c'est la ligne bleue. Fait que la ligne bleue, on va la finir. Il y a des réalités au niveau de la STM qui font en sorte que là, on va être obligé de couper d'un service parce qu'on a 62 millions de déficit présentement. Et au lieu de donner des pleins services comme on a fait pendant la pandémie, si on l'avait réduit de moitié, là, on aurait pu peut-être avoir plein service. Puis en plus, si on veut garder les services, on va être obligé de couper 50 des services administratifs à l'intérieur. C'est ce que vous allez faire? C'est pas ça que je veux faire. Je veux qu'on réfléchisse sur la gestion de la STM, par exemple, parce que le problème, c'est qu'on dit que c'est Québec qui doit le régler quand le budget est voté par le conseil municipal. C'est la faute des autres. Mais la STM a été gérée par un de vos hommes pendant des années. C'était Philippe Schnob, le président. Non, c'est pas ça la question. C'est pas ça la question. La question, c'est pas simple de dire que c'est la faute des autres tout le temps. C'est un continuum. Là, non, je vous répète ce qu'elle dit. Non, mais OK. Les faits ont des droits, Brian. Est-ce qu'on peut dire la vérité là-dessus des fois? La vérité, c'est qu'on a demandé plus d'argent. La ligne bleue est en tutelle parce qu'elle n'a pas été prise en main. Alors moi, je vous dis,
On doit regarder l'ensemble des services puis travailler sur des mesures d'efficience parce que c'est jamais la faute de personne, tant sur le plan politique que sur le plan bureaucratique. Alors, la RTM, là, dépend de la CMM. Le budget est voté par la CMM. Montréal a un poste à la RTM, puis le maire de Montréal est président de la communauté métropolitaine de Montréal. Puis là, on dit que la RTM, ça marche pas. On peut-tu parler de problèmes de leadership et de gouvernance? Donc, vous pensez que c'est la gouvernance de Montréal qui cause les problèmes de gouvernance de la RTM? Je pense que non. Ce que je dis, c'est que Montréal doit assumer son rôle. OK? Et puis, il y a des choses qu'on peut faire davantage, puis qu'on ne fait pas présentement. Sur la question du REM, si à la toute fin, la Caisse de dépôt s'entête à maintenir un tracé aérien, est-ce que vous allez appuyer ou rejeter le projet? Je vais l'appuyer, mais il faut que ce soit un projet signature. Moi, là, j'ai vécu 45 ans à Montréal-Nord, puis on a été parents pauvres. On n'en a pas eu. On a eu des problèmes de mobilité. On a eu des problèmes de service. Et je sais qu'avec la décontamination, avec le projet d'habitation qu'on a, avec la mobilité, on va être en mesure de créer des projets structurants. On veut faire le Silicon Valley vert. Ça, pour moi, ça va être extrêmement important. Et puis, mais il y a un processus présentement. Il y a des experts. Il y a un comité d'experts indépendants qui sont à part. Ils vont faire leur rapport, mais la balle est dans le camp de la Caisse de dépôt. Mais c'est 10 milliards de dollars, ce projet-là. Et Caisse de dépôt, c'est pas le secteur privé, là. C'est notre fonds de pension. C'est notre régime de retraite. C'est notre argent. Et il faut qu'il y ait des mesures d'efficacité, des mesures d'efficience, puis il y a toute la question d'indépendance aussi à l'intérieur. Mais j'ai contribué au REM 1. Richard Bergeron était notre porte-parole. Encore une fois, moi, je ne serai pas dans la salle d'attente. Je ne serai pas juste là pour la photo. Je vais être là pour m'assurer qu'on soit un plein partenaire. On avait contribué un des exemples avec Édouard Montpetit et puis McGill. Au début, là, on n'était pas là pantoute, là. C'était juste un passage pour vers le centre-ville. On a dit qu'on était prêt à mettre 100 millions à l'époque. M. Couillard, dans le budget, a dit non, la municipalité ne paye pas, mais on va le faire. C'est ça, la notion de contrepoids. C'est ça. Et étant donné que le REM 1, il y avait moins de questions de densité, je pense qu'il faut faire les choses autrement. À La Haye, il y a un projet de signature aérien. Puis la preuve que le processus peut fonctionner, on a mis maintenant 500 mètres de plus au niveau souterrain. Donc, on peut le faire. Il y a une question de coût, il y a une question d'efficience, puis on peut-tu contribuer au processus? Mais un projet de signature, ça peut défigurer la ville pareil, ça. OK. Vous êtes contre le REM? Vous voulez pas de REM? Vous voulez que ça soit souterrain, ça coûte 20 on pose milliards? des questions, M. Godard, on y répond pas. Non, mais je contribue à la question. Ce que beaucoup de Montréalais demandent, c'est à tout prendre. J'avais un ami jésuite qui répondait par une question, par une autre question. Non, mais est-ce que... On n'a plus de jésuite ici, ça fait longtemps, mais à tout prendre, là, les Montréalais veulent savoir, là, est-ce qu'on est mieux sans REM s'il est pour nous passer en plein visage Je me refuse. En altitude? Je me refuse cette option-là parce que les gens de l'Est de Montréal ont besoin de ça. Parce que les gens de la pointe de l'île ont besoin de ça. Il faut rajouter 4 stations au projet pour Rivière-des-Prairies. On n'embarquera pas dans la saga, vous vous souvenez, de l'hôpital de Rivière-des-Prairies. Fait qu'il n'y a aucune considération qui pourrait vous amener à dire « on n'en veut plus ». Ce que ça ne veut pas dire que c'est un chèque en blanc. Ça veut dire que je vais aller jusqu'au bout du processus tout en respectant les principes de négociation. Hein? Je veux dire, eux aussi même, ils ont une façon de procéder. Mais à date, là, je vois les gens, là, ils ont fait plus de 300 consultations dans le REM 1. Là, ils le font ici. Il y a des réalités, par exemple, du parc Morgan à Hochelaga-Maisonneuve. Il faut que tu changes la route pour rentrer dedans. Mais est-ce qu'il y a d'autres méthodes? Quand je serai maire de Montréal, je vais m'en occuper. Mais il ne faut pas qu'on commence à dire parce qu'un ne veut pas ou c'est bon dans un secteur, c'est pas bon dans l'autre, on scrape le projet au complet. Là. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Monsieur Coderre, merci beaucoup. C'est un plaisir. On a fait 1 heure. Et même un petit peu plus. Bon. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés à la maison. Et merci à Michel et Jeanne d'avoir mené cette entrevue avec moi. On va vous souhaiter une bonne fête de campagne. Merci, grand plaisir. Merci. Merci. Oui.